Je suis un jeune homme qui aime les autres garçons, vivant dans une petite ville. Trouver quelqu'un pour sortir ici n'est pas facile, et la plupart d'entre nous utilisons des applications ou des sites web pour rencontrer des gens pour passer du temps ensemble, ou avoir des rendez-vous. Chaque jour, je vérifie ces sites en espérant rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui parler, mais je ne rencontre presque jamais personne. J'ai toujours un peu peur de tomber malade, ou de me faire arnaquer, donc je regarde juste autour de moi sans vraiment prévoir de rencontrer quelqu'un. Il y a environ 6 mois, alors que je cherchais sur Craigslist, je suis tombé sur une annonce qui a attiré mon attention. C'était d'un homme un peu plus âgé que moi qui semblait rechercher la même chose que moi. Il voulait passer du temps avec quelqu'un de mon âge, peut-être prendre quelques verres ensemble et simplement profiter de la compagnie de l'autre, sans chercher juste quelque chose de rapide. Après avoir répondu à son annonce, nous avons échangé des messages textes pendant un mois, mais nous n'avons jamais parlé de nous rencontrer vraiment. Finalement, je me suis senti assez courageux pour demander s'il voulait se rencontrer. Il a dit oui, et nous avons prévu que je conduise jusqu'à chez lui, qui était à environ 16 km de moi, en dehors de la ville. Le jour où nous étions censés nous rencontrer, il se faisait tard vers 18 heures. Il n'était pas encore complètement sombre, mais on s'en approchait. J'ai conduit jusqu'à l'endroit où il a dit qu'il vivait. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il serait sur le bord de la route, car il rentrait de chez un ami, et m'a demandé de le prendre en chemin vers chez lui. Il avait mentionné auparavant qu'il avait 2 enfants vivant avec lui, car leur mère n'était pas dans les parages. Il m'a dit que ses enfants étaient chez un ami cette nuit-là, donc nous aurions l'endroit pour nous seuls. Alors que je m'approchais, je l'ai vu marcher le long de la route, portant un gros haut-parleur et portant un sweat à capuche. Nous étions loin de la ville, sur un chemin de terre avec quelques maisons dispersées ici et là. J'ai arrêté la voiture et je l'ai salué, essayant d'être amical. Mais il n'a pas souri, ni rien dit. Il a juste ouvert la porte de la voiture et s'est assis. Cela m'a semblé étrange car nous avions été gentiment en train de discuter pendant un mois, et je pensais qu'il serait plus accueillant. Après l'avoir récupéré et commencé à nous diriger vers chez lui, il m'a soudainement demandé de faire demi-tour. Il voulait acheter quelques boissons et des trucs pour se détendre ensemble. Je n'ai pas beaucoup réfléchi, et j'ai fait demi-tour avec la voiture. En conduisant de nouveau sur la route sombre et sans lampadaire, il a mentionné que sa maison n'avait pas d'électricité et a demandé si ça ne me dérangeait pas. J'ai été un peu surpris, mais j'ai dit que c'était bon s'il avait des boogies ou quelque chose pour la lumière. Il n'a pas répondu, il a juste regardé droit devant lui. Cela m'a fait penser à ses enfants. Comment les enfants peuvent-ils vivre dans une maison sans électricité? Me suis-je demandé. Alors je lui ai demandé à ce sujet. À ce moment-là, les choses ont pris un tournant plus sombre. Il a mentionné en passant, « Ils sont avec ma mère maintenant ». Mais quelques jours seulement avant, il avait insisté sur le fait que ses enfants vivaient avec lui et que leur mère n'était pas dans le tableau. Mon esprit était rempli de doutes, mais je ne me sentais pas directement en danger. Pas à ce moment-là. Lorsque nous sommes arrivés au magasin, il s'est couvert le visage et la tête, comme s'il essayait d'éviter d'être vu par quelqu'un. Ce comportement m'a semblé étrange. Il est retourné à la voiture après avoir acheté ses affaires. Sur le chemin du retour chez lui, à environ 15 minutes de là, il a lâché une bombe en disant « J'ai dû vendre de la drogue pour payer la soirée ». J'ai été surpris par cette admission soudaine. Sentant que la situation devenait plus risquée, j'ai demandé à propos de la protection, au cas où. Il n'en avait pas, alors j'ai suggéré de nous arrêter dans un autre magasin pour en acheter, espérant que ce détour me donnerait une occasion de m'échapper. Ces actions devenaient de plus en plus étranges, et tout ce que je voulais, c'était trouver une sortie. Le laisser au supermarché semblait être mon opportunité. J'ai envisagé de partir et de couper tout contact avec lui. Mais alors que je pensais partir, je me suis souvenu de son gros haut-parleur dans ma voiture. Je ne voulais avoir aucun lien avec lui, craignant qu'il puisse m'accuser de vol. Alors j'ai décidé de sortir le haut-parleur de ma voiture. Mais alors que je le faisais, j'ai entendu « Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'avait pris en flagrant délit. La panique m'a envahi. J'ai rapidement menti. « Je fais juste de la place pour toi à l'avant. »
Étonnamment, il a semblé croire ma maladroite mensonge. Cependant, maintenant, j'étais de retour dans ma voiture, et ma chance de partir avait disparu. En conduisant plus loin dans l'obscurité, loin de tout signe de vie, le silence troublant de la route n'était rompu que par les faisceaux de mes phares. J'ai demandé si nous étions déjà proches, car ma navigation indiquait que nous aurions dû arriver. Il a rejeté cela en disant « Oh, c'est une ancienne adresse d'affaires. Ma maison n'apparaît pas sur les cartes. » Les alarmes ont sonné dans ma tête, la peur me saisissant avec des pensées d'être volé ou pire. J'ai ralenti la voiture, cherchant désespérément un moyen de m'échapper de ce cauchemar croissant. J'ai rapidement inventé une histoire selon laquelle ma meilleure amie m'attendait bientôt pour prendre un verre. J'ai expliqué que je ne savais pas que nous irions si loin et que j'étais déjà en retard. Je n'étais pas sûr s'il me croyait, mais j'ai ajouté que je lui avais envoyé un message texte avec l'adresse qu'il m'avait donnée pour qu'elle sache quand m'attendre de retour. Il semblait accepter mon histoire, mais était clairement contrarié. Ensuite, il a suggéré « Pourquoi ne pas s'amuser un peu dans la voiture maintenant ? Il n'y a personne ici, personne ne nous verra. » J'ai répondu fermement « Non, vraiment je ne peux pas. Ma copine est déjà énervée et m'a appelé pendant que vous étiez au magasin. Je lui ai promis que je reviendrais dans 30 minutes. » À ce moment-là, j'étais prêt à abandonner ma voiture si jamais il montrait des signes de me menacer, tant qu'il n'avait pas d'armes. Heureusement, il a juste soupiré lourdement, est sorti de la voiture et alors qu'il se penchait pour dire quelque chose de plus, j'ai accéléré rapidement, laissant un nuage de poussière derrière moi. Je n'ai pas pu le voir dans l'obscurité à travers le rétroviseur, mais j'ai imaginé sa réaction. Une fois en sécurité, j'ai appelé ma meilleure amie, ma mère et ma sœur, leur racontant une version abrégée de ce qui s'était passé. La pensée que j'aurais pu être en grave danger m'a mis les émotions à fleur de peau. De retour chez moi, la curiosité m'a envahi et j'ai cherché l'adresse qu'il m'avait donnée. Pas loin de là, il y avait une maison isolée, située au bout d'un chemin sans issue. En utilisant Google Street View, j'ai vu qu'elle était abandonnée, sans porte et en mauvais état. La recherche de l'adresse réelle a révélé qu'elle avait été mise en vente il y a 5 ans et n'avait toujours pas été vendue, probablement en raison de son état de délabrement et peut-être de son histoire sombre. Mes amis ont spéculé qu'il aurait pu prévoir de m'y emmener, loin de toute aide potentielle ou de voiture qui passait, en faisant un endroit parfait pour un jeu dangereux. Après cette expérience, j'ai juré de ne plus jamais rencontrer personne sur Craigslist, à moins que ce ne soit dans un endroit très public et sûr, comme le parking d'un commissariat de police. Malgré mon vote initial de rester à la maison, les obligations de la vie, l'école et le travail ont rendu cela impraticable. Maintenant, je vais bien, mais l'incident a été un rappel brutal des dangers qui guettent quand on s'y attend le moins. J'étais à la supérette supermarché. Ce n'était pas un emploi de rêve du tout, mais ça payait les factures. Pendant 2 longues années, j'étais derrière le comptoir, traitant avec toutes sortes de personnes difficiles. Les clients me criaient dessus, me poussaient contre la caisse enregistreuse, me touchaient de manière inappropriée. Et même une vieille dame m'avait insulté parce qu'elle était contrariée par la façon dont le magasin fixait les prix des oranges, à l'unité plutôt corporate. Oui, c'est arrivé vraiment. Mais c'est l'incident que je ne peux pas oublier se produit toujours, comme les autres chez supermarché. Mon quart de travail venait à peine de commencer quand j'ai remarqué une file d'une dizaine de personnes se formant à ma caisse. Ce magasin était toujours bondé, et pour une raison quelconque, il ne semblait jamais y avoir assez de caisses ouvertes. Cela rendait les gens vraiment frustrés et impatients quand c'était leur tour. Alors j'ai fait de mon mieux, j'ai mis un sourire sur mon visage et j'ai fait de petites conversations avec les clients pendant qu'ils arrivaient. La plupart du temps, les clients voulaient juste payer et partir sans vraiment vouloir discuter. Alors je me suis retrouvé à passer par les mouvements, à scanner les articles mécaniquement. Puis cet homme est arrivé avec juste 2 choses, du yaourt et des pansements. Je les ai rapidement scannés et emballés soigneusement. Mais l'homme agissait étrangement.
Il ne me regardait pas et ne répondait pas quand je lui disais bonjour. Son regard était fixé sur le tapis roulant, comme s'il était perdu dans ses pensées, ou tout simplement pas là du tout. J'ai remarqué que le tapis roulant était un peu sale, car je n'avais pas eu l'occasion de le nettoyer. Dès que je me suis mis derrière la caisse, les gens ont commencé à faire la queue. Quand je lui ai dit que son total était d'environ 1532 €, il a commencé à chercher la monnaie exacte dans ses poches, toujours sans me regarder. Ses mains semblaient sales et rugueuses, affectées par le froid. Il a versé un mélange de pièces sur le comptoir sans me jeter un seul regard, et j'ai commencé à les compter. Le silence autour de nous était pesant. Je pouvais sentir l'impatience des personnes attendant en file, tous leurs yeux sur moi sauf pour l'homme, qui fouillait maintenant dans les poches de son pantalon. Il lui manquait environ 30 centimes. Après avoir vérifié, je lui ai dit qu'il lui manquait. C'est alors qu'il m'a enfin regardé, son visage tout froissé dans la confusion ou peut-être la colère. Ses yeux étaient si sombres, presque noirs, me regardant comme s'il pensait que je le trompais. J'ai recompté les pièces sous son regard. Il ne manque que 30 centimes. Peut-être pourriez-vous laisser quelque chose ? Perdre mon travail pour une petite réduction ne valait pas la peine. D'autres l'avaient demandé avant, généralement en plaisantant, mais il était sérieux. Non, j'ai besoin de ces choses, a-t-il insisté, son regard devenant plus intense. J'aurais souhaité qu'il détourne simplement le regard. Son regard était perturbant. Si j'avais 30 centimes avec moi, je les aurais payés, juste pour éviter cette confrontation. Quand il a essayé d'attraper le sac, je l'ai éloigné sur le tapis roulant. Cela aurait pu être un acte imprudent de ma part, mais je ne pouvais pas le laisser emporter les choses. Un manque de 30 centimes me causerait des problèmes avec mes managers. Utilisez simplement votre réduction, a-t-il exigé, élevant la voix. J'ai secoué la tête, regardant les autres clients pour un soutien quelconque. Ils observaient, mais personne n'intervenait. Pour eux, c'était simplement une simple nuisance, tandis que j'étais vraiment effrayé. J'avais signalé un manager, mais il ne répondait jamais rapidement. J'ai appelé un manager, mais il prendra 1 minute, ai-je dit, essayant de rester calme. Il se plaignait du petit montant et de son besoin des articles, mais finalement il est parti, récupérant ses pièces et quittant le magasin très en colère. Ressentant un mélange de soulagement et de tension, j'ai continué mon quart de travail dans un silence plus anxieux. Après cet incident, la journée a continué comme si rien ne s'était passé. Mon quart de travail s'est terminé à minuit et, pour une fois, j'ai réussi à partir à temps. Je téléphonais généralement à ma mère pour qu'elle vienne me chercher, mais elle était hors de la ville et il semblait trop tard pour déranger quelqu'un d'autre. N'ayant pas envie de dépenser pour un taxi, j'ai décidé de rentrer à pied. Ce n'était qu'à 20 minutes de marche et les rues étaient généralement désertes à cette heure, ce qui me donnait un sentiment de sécurité. Cependant, quelques minutes après ma promenade, j'ai remarqué une voiture me suivant à pas de tortue, bien en dessous de la limite de vitesse de 50 km/h. Une vague d'inquiétude m'a envahi et j'ai accéléré le pas, essayant de me convaincre qu'il pourrait y avoir une raison inoffensive à cela. Mais la voiture continuait de me suivre sans faire aucun mouvement pour me dépasser ou s'arrêter. Après ce qui a semblé une éternité, la voiture a finalement tourné dans un quartier. Mon soulagement a été de courte durée lorsque le conducteur s'est garé et a commencé à courir vers moi. Pour mon horreur, c'était l'homme du magasin, celui qui avait acheté du yaourt et des pansements, toujours avec cette veste marron sale, me regardant avec ses yeux profonds et sombres. Terrifié, je me suis retourné et j'ai couru, mais il m'a suivi. Le son de la monnaie dans ses poches résonnant clairement. Il est resté silencieux, désespéré, j'ai accéléré, prenant le risque de glisser sur le trottoir gelé. Attendait-il depuis la fin de mon quart de travail? Ça semblait être le cas. Jetant un coup d'œil alors que j'essayais de maintenir mon rythme sur la chaussée glissante, il a soudainement parlé, posant une question inappropriée sur mes sous-vêtements. Éco-heuré et effrayé, je lui ai crié, le traitant de dégoûtant, et j'ai réussi à le frapper. Ça m'a fait mal, mais ça l'a arrêté. Je pense l'avoir entendu dire « C'est bon » avant de continuer à courir, trop effrayé pour regarder en arrière, et sans oser le conduire jusqu'à chez moi. J'ai finalement atteint ma maison, prenant 1 heure,
et j'ai immédiatement signalé l'incident à ma propriétaire, lui demandant d'appeler la police si elle voyait quelque chose de suspect. Incapable de contacter ma mère et toujours secoué, j'ai regardé des films Disney jusqu'à ce que je sois assez calme pour dormir. Le lendemain, j'ai signalé l'incident aux responsables de mon travail, mais ils n'ont montré aucune préoccupation. Avec le recul, j'aurais dû appeler la police, mais à l'époque, j'ai naïvement pensé que la direction l'aurait suggéré si nécessaire. Leur indifférence m'a énervé, surtout parce qu'ils ont insisté pour que je travaille mon quart même quand j'avais peur que l'homme revienne. J'ai démissionné peu de temps après. 10 ans se sont écoulés depuis lors, et je doute que je reconnaîtrais l'homme si je le voyais à nouveau. Mais je suis soulagé de ne pas l'avoir rencontré à nouveau. En grandissant, j'ai toujours été l'étranger, ce qui a rendu difficile de trouver des amis réels. Au lycée, j'étais plutôt rebelle, et vivre dans une petite ville où tout le monde semblait être excessivement correct et religieux me semblait être un cauchemar. Ensuite, j'ai rencontré un garçon nommé Rémi. J'étais ravi d'avoir enfin quelqu'un avec qui je pouvais vraiment parler. Nous sommes rapidement devenus inséparables, passant presque tous les jours ensemble. Rémi était un peu bizarre, mais alors, moi aussi je l'étais, donc je n'y ai pas vraiment réfléchi. Nous fumions souvent de la marijuana ensemble, alors j'ai attribué certaines des choses étranges qu'il disait simplement au fait d'être sous l'influence de la drogue. Mais un jour, il a mentionné « Je pense que je pourrais blesser quelqu'un bientôt ». 4 jours plus tard, il a fait une menace sur les réseaux sociaux d'attaquer notre école. Quand je l'ai confronté, il a pris ça à la légère, mais l'école l'a pris très au sérieux. La police s'est impliquée, mais étrangement, il n'a pas été inculpé. Ses parents lui ont confisqué son téléphone et l'ont envoyé loin pendant quelques semaines pour qu'il se calme, mais nous sommes restés en contact. C'est alors, stupidement, que j'ai réalisé que j'étais amoureux de lui. J'ai fait de mon mieux pour défendre son nom, même en discutant avec certains parents en ligne. Mes propres parents m'ont supplié de rompre avec lui, mais je n'ai pas pu me défaire de la croyance qu'il était fondamentalement une bonne personne. J'ai refusé de croire qu'il pourrait vraiment blesser quelqu'un. Mais l'incident à l'école n'a jamais vraiment disparu. Quand Rémi est revenu, d'autres élèves fuyaient littéralement loin de lui dans les couloirs, et il recevait de nombreuses menaces. Sa réputation a été détruite. Après ça, quelque chose a changé en lui. Il est devenu plus agressif. Même quand nous discutions et rions, il m'attaquait soudainement avec des mots durs. Si je mentionnais un garçon avec qui je parlais, il m'insultait. Ou si je me faisais un nouvel ami, il faisait tout son possible pour saboter cette amitié. Et pour une raison quelconque, je me suis convaincu qu'il était simplement trop protecteur. 1 an s'est écoulé depuis ces événements. Les paroles blessantes continuèrent d'arriver, et je les supportais simplement. Malgré mon amour pour lui, je n'ai jamais agi sur mes sentiments parce que Rémi était mon ami le plus proche. Pour me distraire, j'ai commencé à sortir avec un garçon nommé Théo. Rémi ne supportait pas Théo. Il n'avait pas de raison spécifique. Simplement, il n'aimait pas que je passe du temps avec quelqu'un d'autre que lui. Théo était dans la marijuana et Rémi le savait. Rémi a demandé si Théo pouvait lui donner de la marijuana à crédit en raison de notre amitié étroite et Théo a accepté. Mais Rémi ne lui a jamais rendu l'argent. Théo a essayé de parler à Rémi de l'argent, mais Rémi l'évitait toujours et évitait toute confrontation. Après 1 mois de cela, Théo a vu la voiture de Rémi devant un fast-food et a décidé de le confronter. En voyant Rémi, Théo, qui avait un tempérament rapide, a attrapé sa batte de baseball en sortant de sa voiture. Rémi a paniqué en voyant Théo et la batte, conduisant rapidement et appelant la police, prétendant avoir été attaqué. Théo a été arrêté pour agression armée. 3 jours après sa sortie, Théo a vu Rémi dans sa cour avant. Théo lui a crié une insulte et est parti. Rémi a de nouveau appelé la police et cette fois, Théo a été accusé de harcèlement. À ce moment-là, mes parents m'ont surpris en train de fumer. J'ai choisi d'être honnête et de tout leur dire. Compréhensiblement, ils étaient furieux du pétrin dans lequel j'étais. Surtout après avoir appris que j'étais impliqué avec quelqu'un qui trafiquait de la drogue. Ils m'ont confisqué le téléphone dès que je suis rentré à la maison et m'ont interdit de voir Théo après sa libération. Ils ont également installé un traceur sur mon téléphone pour surveiller mes déplacements et ont envisagé d'informer les parents de Rémi de notre consommation de drogue. Je savais que cela pourrait conduire à que Rémi soit expulsé de chez lui s'il le prenait à nouveau.
Secrètement, j'ai utilisé mon téléphone pour prévenir Rémi de l'appel potentiel de mes parents, et il a explosé de colère. Il m'a profondément insulté, disant qu'il aurait préféré ne jamais m'avoir rencontré. C'était la dernière goutte pour moi et je lui ai dit que nous ne devrions plus nous parler. Mes parents n'ont finalement pas appelé les siens. Après ça, Rémi et moi avons cessé toute communication. Je me suis assuré que nous ne soyons pas de service ensemble au travail, et à l'école, j'ai gardé mes distances. L'éviter était plus facile car nous n'avions pas de cours ensemble, mais les rumeurs désagréables qu'il propageait à mon sujet, affirmant que j'étais accro à la drogue et vendais des images inappropriées, rendaient les choses difficiles. Puis ont commencé les messages. Il me bombardait de textes sans arrêt, alors j'ai bloqué son numéro. Mais il n'a pas abandonné. Il empruntait des téléphones à d'autres pour me contacter, me forçant à bloquer aussi ses numéros. Ensuite, il a utilisé des applications de messagerie que nous utilisions pour le travail, que j'ai également bloquées. Finalement, il a été renvoyé pour manipulation des pourboires sur les reçus. J'ai continué de bloquer tout numéro ou compte nouvellement créé qu'il utilisait pour essayer de me contacter, ne voulant plus rien avoir à faire avec lui. Il a même créé de nouveaux comptes de réseaux sociaux pour m'envoyer des messages, mais j'ai ignoré toutes ces tentatives. Un après-midi, j'avais un cours de guitare qui s'est prolongé. J'espérais trouver un parking vide à côté de la voiture de mon professeur, mais j'ai été surpris de trouver aussi la voiture de Rémi. Comment il savait que j'y serais, je ne le comprends toujours pas. Remarquant que sa voiture était vide, j'ai rassemblé le courage d'entrer pour mon cours. Ensuite, j'ai trouvé sa voiture garée juste à côté de la mienne, avec lui à l'intérieur, prêt à me confronter. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à me crier des insultes, me laissant pétrifié. J'ai réussi à entrer dans ma voiture par le côté passager pour éviter de passer près de lui, et j'ai conduit chez moi le plus rapidement possible. Il n'a pas arrêté là. Il a commencé à demander à d'autres élèves de l'école de me persuader de parler avec lui. Je n'ai jamais cédé à parler avec lui, peu importe combien ils ont essayé de me convaincre. Juste entendre son nom me plongeait dans un tel état de panique que je devais souvent quitter l'école. La situation est devenue si grave que j'ai manqué tout le mois de novembre et j'ai finalement opté pour l'éducation à domicile. Environ un mois après le changement, j'étais en voiture pour chercher quelque chose à manger avec un ami lorsque la voiture derrière nous a commencé à clignoter ses feux agressivement. C'était la voiture de Sylvain, reconnaissable par un autocollant unique sur son pare-brise. Mon ami a admis en silence l'avoir remarqué nous suivre depuis que nous étions sortis d'un magasin, mais elle ne voulait pas me faire peur. Craignant pour notre sécurité, j'ai essayé de l'ignorer, mais il a garé sa voiture de manière à ce qu'il semblait qu'il attendait que nous partions. Paniqué, je suis parti rapidement. J'ai laissé mon ami et je suis rentré chez moi. Convaincu par mes parents, nous avons décidé qu'il était temps d'impliquer la police. Un agent est venu, et j'ai fourni toutes les preuves que j'avais du harcèlement de Sylvain, y compris l'incident de suivi récent. Mon ami a corroboré mon récit, mais nous avons choisi de ne pas porter plainte, juste de déposer un rapport. Pendant un certain temps, les choses ont semblé se calmer jusqu'à ce que Sylvain entre en contact avec mon père sur les réseaux sociaux, avec des affirmations scandaleuses sur moi. Ma famille connaissait la vérité, et a renvoyé ces messages à la police, qui a averti Sylvain de cesser tout contact. Malgré cet avertissement, j'ai continué à remarquer sa voiture me suivre et à recevoir des messages anonymes. J'ai commencé à documenter chaque incident sans m'engager davantage. Alors que la situation s'intensifiait, j'ai décidé de soutenir la défense légale de Rémi pour exposer la manipulation de Sylvain. Heureusement, les accusations contre Rémi ont finalement été abandonnées, en partie grâce à mon témoignage contre Sylvain. L'odyssée n'est pas vraiment terminée pour moi. Je reçois encore des messages aléatoires, mais j'ai cessé de les documenter. Passer à l'éducation à domicile m'a permis de terminer mes études plus tôt et de déménager à l'université, mettant ainsi une distance physique entre Sylvain et moi. La dernière chose que j'ai entendue, c'est que Sylvain a été arrêté pour quelque chose d'autre il y a quelques mois. Mais je ne connais pas les détails. C'est une conclusion triste pour ceux qui étaient autrefois une amitié profonde, et une réflexion encore plus triste sur la façon dont quelqu'un que j'ai autrefois aimé est devenu une source de peur constante. C'est un rappel de la rapidité avec laquelle les gens peuvent changer et devenir méconnaissables par rapport à la personne que vous avez autrefois connue. Ce qui m'est arrivé,
J'avais environ 23 ans à l'époque. Je travaillais alors dans un endroit élégant où résidaient des personnes âgées, quelque chose comme un hôtel mais pour les personnes âgées. Mon travail était d'être à la réception de l'après-midi jusqu'à tard dans la nuit, répondant aux appels des résidents, de leurs familles et d'autres personnes envisageant de s'installer ici. En général, vers 9 heures du soir, tous ceux qui vivaient là-bas avaient terminé leur dîner et leurs activités de la journée et étaient retournés dans leur chambre pour dormir. C'était une nuit calme, comme les autres. Je lisais un livre sur le bureau, attendant la personne qui me remplacerait à 11 heures du soir pour pouvoir rentrer chez moi. Il était environ 10 heures du soir lorsque le téléphone a sonné. L'écran indiquait « Inconnu » comme identifiant de l'appelant, mais ce n'était pas inhabituel. Alors je n'étais pas inquiet. J'ai répondu au téléphone comme d'habitude. L'homme à l'autre bout du fil semblait avoir un certain âge mais pas trop vieux, peut-être d'âge moyen. Il a dit « Bonjour, je téléphone pour ma mère. Je suis intéressé à voir votre établissement et à en savoir plus à ce sujet. » J'ai commencé à lui parler de ce que nous proposons ici, les différents niveaux de soins, les repas, comment nous avons un bus pour sortir, des activités amusantes et des infirmières disponibles tout le temps. Au début, il semblait aimable et normal, mais ensuite la conversation est devenue vraiment étrange. Il a mentionné « J'ai emmené ma mère se faire les ongles aujourd'hui. Aimes-tu te faire les ongles ?» J'étais un peu confus par la question, mais j'ai répondu que oui, et j'ai mentionné que nous avons un salon ici pour ce genre de choses. Ensuite, il a dit « Ma mère est ici maintenant, en train de bouger les pieds dans ses sandales. Écoute ça. » Ensuite, j'ai entendu un bruit étrange et doux. Ça ressemble à quand vous marchez sur la plage avec les pieds mouillés et que vous mettez ensuite des sandales en caoutchouc. Je ne savais pas quoi dire à ça. L'homme a continué. « As-tu entendu ça? Elle a l'air si mignonne. Elle a les ongles des pieds peints en rouge et porte ses sandales. » À ce stade, je me sentais vraiment mal à l'aise et je souhaitais que l'appel se termine simplement. Parfois, nous enregistrons les appels et je ne voulais pas avoir de problème pour raccrocher. Alors j'ai continué à parler et je lui ai donné le numéro du service marketing, lui disant d'appeler pendant la journée. Finalement, j'ai réussi à mettre fin à l'appel. Lorsque la personne de la nuit est arrivée à 11 heures du soir, nous avons plaisanté sur la conversation étrange que j'avais eue. Je suis rentré chez moi et suis retourné au travail le lendemain comme d'habitude. Mais ensuite, vers 10 heures du soir de ce soir-là, le même homme a rappelé. Cette fois, il a dit « Bonjour Jane, j'ai plus de questions sur votre établissement. » Je lui ai demandé s'il avait parlé à notre équipe marketing, mais il a dit que non. Il m'a dit qu'il préférait parler avec moi parce que j'étais agréable à parler. Je ne voulais toujours pas simplement raccrocher parce que j'avais peur de me retrouver dans des ennuis. Ensuite, il a recommencé à parler du soin des ongles, et j'ai pu entendre ce bruit étrange et doux en arrière-plan. Il a demandé « De quelle couleur sont vos ongles de pied ?» Ça a suffi pour moi. Je lui ai raccroché au nez. Presque immédiatement, le téléphone a sonné à nouveau. L'écran indiquait « Appelant inconnu ». J'ai pris une grande inspiration. Espérant que ce soit quelqu'un d'autre, j'ai répondu. Mais j'avais tort. C'était lui, l'homme obsédé par les ongles. Et cette fois, il était en colère. Il a crié, disant qu'il se plaindrait à mon patron de la façon dont je l'avais traité. Rapidement, j'ai menti, disant « Bien sûr, allez-y. Vous savez que nous enregistrons tous les appels, n'est-ce pas? Alors, mon patron peut les écouter lui-même. » Il y a eu un bref silence, puis un clic. Il avait raccroché, mais il a rappelé la nuit suivante. Cette fois, il s'est excusé pour avoir crié. Il a mentionné qu'il voulait toujours emmener sa mère voir notre établissement et a demandé de nouveau le numéro du service marketing. Je le lui ai donné, espérant que ce serait tout. Mais lors de mon prochain jour de congé, les choses ont pris une tournure plus étrange. La personne qui me remplaçait a dit que le même homme avait appelé plusieurs fois pendant le week-end, toujours à 10 heures du soir, demandant spécifiquement à parler avec moi. Il voulait savoir quand je travaillerais et insistait pour parler seulement avec moi, disant que j'étais très aimable. Maintenant, j'étais vraiment effrayé. J'ai décidé de tout dire à mon patron. Nous avons essayé d'écouter les enregistrements des appels, mais il s'est avéré que notre système ne conservait pas les appels des numéros inconnus. Pendant environ 1 mois, j'étais constamment inquiet que cet homme n'apparaisse simplement parce qu'il savait où je travaillais et avait découvert mon emploi du temps. Avec l'approbation de mon patron, j'ai cessé de répondre aux appels des numéros inconnus. Une nuit où je n'étais pas là, il a appelé et a été transféré au téléphone de mon patron.
Je ne suis pas sûr de ce qui a été dit car mon patron ne m'a pas partagé les détails. Mais après ça, les appels se sont complètement arrêtés. J'espère vraiment que c'était la dernière fois que j'ai entendu parler de cet homme inquiétant avec cette étrange fascination. J'ai travaillé dans un grand magasin au Texas qui vend des fournitures pour les loisirs créatifs pendant presque 2 ans. L'année dernière, un nouveau membre s'est joint à notre équipe. Appelons-le Jacques. Jacques était plutôt silencieux au début, mais il a rapidement commencé à parler beaucoup. Après quelques semaines, il ne pouvait tout simplement plus s'arrêter de parler. Il disait souvent des choses étranges, comme cette fois où il essayait de monter une chaise et avait des difficultés. Il plaisantait sur le fait de se blesser s'il ne pouvait pas le faire correctement. Ensuite, il y a eu ce jour où nous étions tous les deux en train de classer des articles dans la salle à l'arrière, et il a mentionné à quel point il pensait ressembler au criminel Nicolas Cruz. C'était vraiment étrange. Je veux dire, qui dit des choses comme ça? Je me souviens de cette nuit après mon service, j'étais dehors en attendant qu'un ami vienne me chercher. Soudain, Jacques s'est approché par derrière. Il est simplement resté là, souriant maladroitement. Essayant d'être poli, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a répondu vaguement « Oh, rien d'important. » Mais revenons un peu en arrière. Avant que tous ces moments étranges ne commencent à se produire, Jacques n'était qu'un autre collègue de travail. Tout le monde essayait d'être gentil avec lui, pensant qu'il était timide ou qu'il avait besoin de temps pour s'adapter. Mais au fil des jours, son comportement a commencé à se démarquer de plus en plus. Pas seulement les commentaires étranges, mais aussi ses actions. Par exemple, il avait cette habitude de regarder fixement les gens depuis l'autre côté de la pièce. Pas juste un coup d'œil rapide, mais un regard long et intense qui mettait tout le monde mal à l'aise. Et pas seulement au travail. J'ai entendu dire de quelques collègues qu'il l'avaient vu en ville, toujours seul, toujours à observer les gens avec le même regard intense. Les choses ont pris un tournant plus sombre un soir. C'était un vendredi et le magasin était sur le point de fermer. J'étais à l'arrière en train de vérifier l'inventaire quand j'ai entendu quelque chose tomber dans le couloir voisin. Pensant que c'était Jacques qui jouait, j'ai appelé son nom, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai marché jusqu'à là-bas et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Pendant ma pause déjeuner, je pensais acheter quelque chose à manger chez Taco Bell. Alors Jacques a fait une plaisanterie perturbante sur le fait d'entrer chez Taco Bell et de blesser quelqu'un avec un couteau. Il a pris ça à la légère, disant qu'il plaisantait seulement. Mais quand mon collègue est venu me chercher, nous l'avons vu marcher vers Taco Bell, nous donnant un sourire très étrange. Le moment qui m'a vraiment affecté, c'est quand Jacques et moi devions travailler ensemble pour organiser les nouveaux produits du magasin dans un grand chariot. Nous avons commencé tôt le matin et nous devions terminer à midi. Mais vers 11 heures, nous étions loin de terminer parce que Jacques continuait de jouer. Il travaillait délibérément lentement, prenant un article à la fois pour le chariot. Notre directeur était très contrarié quand il a vu notre progression, disant que nous aurions des ennuis si nous ne terminions pas à temps. J'étais vraiment contrarié, et Jacques s'en est rendu compte. Il semblait regretter de causer des problèmes et s'est excusé. Ensuite, il a dit quelque chose qui m'a vraiment alarmé. Avec la voix la plus sérieuse que je lui ai jamais entendue, il a dit « Si jamais on me renvoie, je reviendrai et je tirerai sur cet endroit ». Il a affirmé qu'il savait où se trouvaient toutes les sorties de secours et qu'il commencerait par les caissières avant de viser le reste d'entre nous. Je ne l'ai pas signalé immédiatement, mais après avoir parlé à mon collègue, j'ai décidé de le dire à mon directeur. Ils ont écrit tout ce que j'ai dit et ont appelé la police. 2 jours plus tard, Jacques a été renvoyé et arrêté pour ces menaces. Lors d'une réunion du personnel après l'arrestation, notre chef a dit à tout le monde ce qui s'était passé. Ensuite, il m'a partagé ce que Jacques avait dit à la police pendant l'interrogatoire. Jacques avait admis ces menaces et continuait de demander si c'était moi qui l'avais signalé. Des semaines plus tard, alors que je travaillais, un homme m'a demandé de l'aider avec de la peinture. Il connaissait mon nom, même s'il ne portait pas mon identifiant. Sa connaissance de mon nom et son ton sarcastique m'ont fait soupçonner. Il a continué à poser des questions personnelles pendant que je l'aidais. Et même après que je me suis éloigné, il a continué à m'appeler. Plus tard, une collègue de travail a mentionné que le même homme avait demandé des informations sur moi, demandant si j'étais un bon travailleur et si elle m'appréciait.
Cela s'est produit plusieurs fois de plus et j'ai commencé à soupçonner que cet homme pourrait être lié à Jacques. Ils se ressemblent et partagent la même sensation troublante. Ce n'est peut-être pas l'histoire la plus effrayante, mais pour moi, cela a été une expérience assez effrayante. Ma femme et moi étions responsables d'un ensemble d'appartements dans un petit village, loin du bruit de la ville. Nous avions notre propre endroit à l'arrière, loin de tout le monde. La plupart des gens qui y vivaient étaient bien, mais une nuit, vers minuit, notre chien Max s'est mis à aboyer comme un fou à la porte arrière en verre. Je me suis levé pour voir ce qui se passait et j'ai vu un type debout un peu plus loin, regardant simplement notre maison. J'ai essayé d'allumer et d'éteindre notre lumière extérieure pour attirer son attention, mais il n'a pas bougé. J'ai décidé de prendre mon arme, j'ai ouvert la porte et je me suis simplement assis là avec elle, en le regardant jusqu'à ce qu'il s'éloigne enfin. J'ai appelé la police, mais cela n'a pas beaucoup aidé. 3 mois plus tard, après avoir regardé un film, nous sommes rentrés chez nous. Ma femme est entrée en courant, probablement pour aller aux toilettes. J'étais en train de fermer la voiture quand elle est sortie en courant, effrayée et en pleurs. Elle a dit qu'un homme regardait par la fenêtre de notre chambre à coucher. J'ai couru vers notre endroit et je l'ai vu, penché près de notre fenêtre. Je lui ai dit de dégager, mais il est simplement resté là, à regarder. Même quand j'ai crié, il n'a pas bougé. Ensuite, il a sorti un couteau. C'est alors que j'ai sorti mon arme et je l'ai pointé vers lui. Ma femme avait déjà appelé la police. Au moment où il a vu les gyrophares, il s'est enfui en courant. Dans mes premiers jours, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je n'avais pas beaucoup d'argent. Alors j'ai dû louer un appartement avec quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant. Il est devenu mon colocataire et s'appelait Rémi. Au début, il semblait assez facile de s'entendre avec lui. Il ne parlait pas beaucoup mais avait un fort accent espagnol. La chambre que j'aurais était déjà meublée et c'était l'un des aspects attrayants de cet appartement. Il y avait un lit simple dans un coin, une commode de bonne taille, une armoire et un meuble pour la télévision dans un autre coin de la pièce. Il y avait beaucoup de peluches sur la commode, ce que j'ai trouvé un peu étrange, surtout un grand ours en peluche devant le lit. Quand j'ai demandé à Rémi à propos des peluches, il a éclaté de rire et a dit que sa chambre avait la même chose. Il a recommandé de les laisser où ils étaient en signe de respect pour le propriétaire. Je n'ai vraiment pas beaucoup parlé avec Rémi ce premier jour, sauf pour déballer mes affaires et configurer ma télévision. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit en regardant la télévision, j'ai cru entendre quelque chose. C'était un bruit très bref mais définitivement audible et semblait être un composant électronique de petite taille. Je l'ai attribué à un bruit de la maison et j'ai continué à regarder mon programme. Le lendemain, Rémi n'était pas à la maison toute la journée. Je ne savais pas s'il travaillait ou où il le faisait, mais j'ai simplement supposé qu'il était au travail. Cette nuit-là, alors que j'étais dans ma chambre en train de regarder la télévision, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et Rémi marcher dans le couloir jusqu'à sa chambre avant de refermer la porte. Un peu plus tard, alors que je me changeais pour mettre mon pyjama, j'ai entendu le même son que la veille au soir, cette fois sans le bruit de la télévision en arrière-plan, donc je l'ai entendu beaucoup plus clairement. C'était définitivement un genre de dispositif électronique, mais je ne savais pas ce que c'était ni où il était. Ça ne semblait toujours pas être un gros problème. Alors je me suis glissé dans mon lit et j'ai commencé à lire mon livre actuel, à ce moment-là, avant de m'endormir. Le lendemain, j'ai vu Rémi quand je suis rentré du travail et il m'a demandé quel livre je lisais. Au début, je n'ai pas compris la question, mais il a ensuite dit qu'il parlait du livre que je lisais dans ma chambre. Je l'ai regardé en silence, confus. Je lui ai demandé comment il savait que je lisais un livre et il a dit, avec son lourd accent espagnol, qu'il avait dû entrer dans ma chambre juste pour prendre quelque chose qu'il y avait laissé et c'est alors qu'il a remarqué le livre. Je lui ai gentiment demandé de ne plus jamais entrer dans ma chambre. Malheureusement, il n'y avait pas de serrure sur la porte, donc je ne pouvais pas l'arrêter quand je n'étais pas à la maison. Cette nuit-là, quand j'ai attrapé mon livre sous le lit, je me suis arrêté et j'ai pensé à comment il pourrait voir mon livre s'il était sous le lit. Penser à cela m'a donné des frissons et je n'avais plus envie de lire.
J'ai regardé autour de la pièce tout en pensant, puis j'ai remarqué cet énorme ours en peluche sur la commode encore une fois. Maintenant, il était angulé si parfaitement pour me regarder dans le lit. Alors j'ai eu une pensée effrayante. Je me suis levé et j'ai marché vers l'ours, je l'ai attrapé et j'ai regardé de près ses yeux. Mon cœur a fait un bond quand j'ai réalisé qu'il y avait une caméra dans l'un des trous des yeux. J'ai jeté la chose dans le coin de la pièce et je suis allé à la porte de Rémi et j'ai essayé de l'ouvrir. Sa porte avait apparemment une serrure car elle ne s'ouvrait pas, mais je savais qu'il était là. J'ai frappé à la porte en criant son nom, mais il n'a pas répondu. J'ai vu la lumière qui filtrait par le bas de la porte s'obscurcir quand j'ai supposé qu'il avait éteint la lumière. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai appelé le propriétaire. Je lui ai tout expliqué et lui ai dit que je partais sur le champ et que j'avais une raison valable d'annuler le contrat. J'ai emballé quelques affaires dans ma voiture et je suis parti cette même nuit sans regarder en arrière. Étonnamment, le propriétaire n'est même pas venu me réclamer l'argent pour les quelques jours où j'ai été là. Depuis cette nuit-là, j'ai une phobie des ours en peluche. Je dois toujours les retourner pour ne pas qu'ils me regardent. Sempre tenho que virá-los para que não me olhem. C'est l'année 2016. Nos nouveaux voisins invitent notre famille à un barbecue nocturne. Ma mère, mon père, ma sœur et moi nous rassemblons dans leur jardin vers 8 heures. C'est la première fois que je les rencontre en personne. Il n'y a qu'un mari, une épouse et un adolescent. Je découvre rapidement que le nom du garçon est Jérémy. Le mari semble être le plus sympathique de tous. Il y a quelque chose d'étrange chez la femme et le fils. Jérémy semble avoir un problème mental ou social car il ne parle pas du tout, regarde constamment autour de lui et semble être très triste ou mélancolique. Je le vois aussi me regarder plusieurs fois. À chaque fois, je me sens de plus en plus mal à l'aise autour de lui et j'essaie encore plus de ne pas le regarder. Après avoir mangé un hamburger et des hot dogs, nos parents parlent pratiquement avec les parents de Jérémy. J'attends un peu avant de m'éclipser pour rentrer chez nous parce que j'étais ennuyé et mal à l'aise. Le lendemain, en allant à l'école, car je vis à 2 pâtés de maison du lycée. Je tourne la tête en passant devant la maison de nos voisins et je vois quelqu'un sauter derrière un arbre comme s'il se cachait. Je me retourne et commence à marcher plus vite. J'arrive au dernier pâté de maison avant l'école et je me retourne à nouveau. Cette fois, je vois la même personne cachée derrière un buisson devant la maison de quelqu'un. C'est Jérémy, je peux le dire par ses cheveux longs, et il me regarde fixement. Je marche aussi vite que je peux sans courir et j'arrive à l'école sans problème. 1 minute après être rentré à la maison. Ce jour-là, je raconte tout à mes parents et ils vont parler aux voisins. Quand mes parents reviennent me parler, j'apprends que Jérémy n'est apparemment pas comme les autres enfants, selon les mots de ses parents. Cela semble aussi être une explication suffisante pour mes parents, qui me disent de simplement l'ignorer. Comme si me suivre à l'école n'était pas quelque chose d'extrêmement effrayant à faire. Plus tard cette nuit-là, après avoir envoyé des messages textes à des amis et des choses comme ça dans mon lit, je laisse enfin mon téléphone sur le bureau et je me retourne pour dormir. Il se passe un certain temps que je ne peux pas me rappeler avant d'entendre un clic à ma fenêtre, et ensuite, soudainement, ma fenêtre s'ouvre sans même savoir qui est là. Je crie de toutes mes forces et bientôt mes parents entrent en courant pendant que je suis pressé contre le mur en état de choc, car quelqu'un grimpe par ma fenêtre dans ma chambre. Mes parents allument les lumières, révélant Jérémy tenant un grand couteau de cuisine. Tout le monde crie, y compris mon père, alors qu'il entre et m'attrape pour me sortir de la chambre. Nous courons tous les 4 vers la maison des voisins pour leur dire ce qui s'est passé. L'homme à côté nous emmène dans notre propre maison et attrape son fils quand il le trouve dans le salon. Il lui enlève le couteau des mains et le sort de la maison. Mon père nous envoie tous à l'intérieur pendant qu'il reste dehors à crier à l'homme à côté. Peu de temps après, il rentre et appelle la police pour obtenir une ordonnance de restriction. Mon père a promis à ses voisins un enfer s'il ne déménageait pas la semaine prochaine. La police vient et emmène Jérémy probablement dans un établissement pour personnes ayant des handicaps mentaux, pas dans une prison régulière. 1 semaine plus tard, Jérémy n'était plus dans cette maison. Nous ne savons pas où il est maintenant, mais nous ne l'avons jamais revu depuis. Cette histoire a été de loin la chose la plus effrayante qui me soit arrivée dans ma vie.
Je suis allé dans un bar avec mes amis un samedi soir, comme nous avions l'habitude de le faire. Nous étions tous assez ivres, et la nuit est devenue un véritable brouillard environ 1 heure après notre arrivée au bar. Je me souviens vaguement avoir parlé à quelques gars qui sont venus me voir, mais je ne me rappelais rien d'extraordinaire. Je vivais à proximité du bar où nous étions cette nuit-là, donc je suppose que quand je me suis fatigué ou ennuyé, je suis parti. Je me souviens d'avoir marché jusqu'à chez moi cette nuit-là. Je pense que c'est quand j'ai commencé à dégriser un peu. Nous avions l'habitude de laisser une clé sous un pot sur notre seuil. J'utilisais toujours cette clé les nuits comme celle-ci pour ne pas avoir à transporter mes clés en étant ivre. Je suis arrivé chez moi. J'ai fermé la porte derrière moi et je suis allé directement dans ma chambre pour m'effondrer sur mon lit. J'ai sauté l'étape du changement de pyjama et du brossage des dents, et ainsi de suite. Je suis resté éveillé dans mon lit avec mon téléphone dans les mains, envoyant des messages à mes amis pour voir s'ils étaient toujours là et s'assurer qu'ils rentraient chez eux en sécurité. Soudain, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Tout ce à quoi j'ai pensé, c'est que ça pourrait être mon petit frère rentrant à la maison, car il rentrait généralement très tard. Ma meilleure amie m'a envoyé un message pour me demander comment je m'étais débarrassé du mec. J'ai répondu « Quel mec ?» et elle a dit « Le harceleur qui n'arrêtait pas de me parler au bar ». Le bar était un tel brouillard que je ne me souvenais pas du tout du mec spécifique auquel elle faisait référence. J'ai entendu quelques bruits en bas et j'ai supposé que mon frère était en train de se faire une collation nocturne dans la cuisine. J'ai entendu des pas monter les escaliers et j'ai supposé que mon frère montait. Ma meilleure amie m'a envoyé un autre message en disant qu'elle l'avait vu sortir du bar juste après moi. J'étais encore assez ivre, mais j'ai commencé à soupçonner quelque chose. Les pas sont montés les escaliers à l'extérieur et se sont arrêtés devant ma porte. Ensuite, la porte s'est ouverte silencieusement. Il faisait aussi sombre dehors que dans la chambre, donc je ne pouvais pas voir qui se tenait devant ma porte. J'ai appelé le nom de mon frère, puis la porte s'est refermée, mais je n'ai pas entendu la personne s'éloigner, donc j'ai pensé qu'elle était toujours devant ma porte. J'ai immédiatement envoyé un message à mon frère pour lui demander si c'était lui. Étonnamment, il m'a répondu immédiatement en disant « C'est moi, pourquoi tu continues d'ouvrir la porte d'entrée ?» Nous vivons avec notre maman, c'est la seule autre personne dans la maison, mais elle était absente pour la semaine, donc je ne savais pas quoi penser, sauf que c'était un intrus. J'ai appelé la police sans en parler à mon frère, et entendre le numéro d'urgence pour la première fois de ma vie a vraiment rendu la situation beaucoup plus sérieuse. J'ai décrit ce que je croyais être une intrusion par effraction, et pendant que j'étais au téléphone, je me suis penché, j'ai allumé la lampe de ma chambre et, lorsque la pièce est passée de l'obscurité à la lumière, j'ai vu un homme debout dans le coin de la chambre près de la porte. J'ai crié et hurlé alors que j'étais toujours au téléphone avec l'opérateur du numéro d'urgence qui continuait à me demander ce qui se passait. L'homme dans le coin a ouvert la porte et a fui la scène. Je l'ai entendu courir vers la porte d'entrée. J'ai continué à parler avec l'opérateur, qui m'a conseillé chaque mouvement à faire jusqu'à ce qu'une vraie voiture de police arrive. J'étais toujours ivre, donc les informations que j'ai données dans le rapport de police n'étaient probablement pas les plus précises, mais j'ai décrit l'homme comme étant dans la vingtaine, costaud, barbu et aux cheveux courts. Un des 2 officiers a levé la main, révélant une clé qu'il tenait, et a dit qu'il l'avait trouvée dans la serrure de la porte d'entrée. C'était la clé de rechange que nous gardions sous le pot. L'intrus l'avait utilisée pour entrer, ce qui signifiait qu'il m'avait suivi chez moi et m'avait vu prendre la clé sous le pot. L'officier m'a assuré qu'il patrouillerait près de la zone toute la nuit et a conseillé à mon frère et à moi de garder nos portes fermées et de trouver un nouvel endroit pour la clé. Le lendemain, en dehors de ma gueule de bois, je me sentais soulagé. J'ai raconté à mes amis ce qui s'était passé et ils ont décrit tout en détail. Un mec au look effrayant au bar m'avait suivi toute la nuit, essayant de me parler à chaque occasion, et d'une manière ou d'une autre, je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai fait une longue pause dans les bars et nous ne cachons plus de clés dehors. Há cerca de 4 anos, quando eu tinha 20 anos, tive encontro com cara que se tornaria meu perseguidor do supermercado. Ele estava do lado de fora da loja arrecadando dinheiro para doações de Natal do Exército da Salvação. Sou uma pessoa bastante amigável, então gosto de cumprimentar as pessoas que trabalham nos lugares que frequento para ser simpática. Esse cara tinha minha idade,
Era muito alto e tinha uma semelhança leve com o Lurch da família Adams. Olheiras escuras sob os olhos, cabelo preto curto e um olhar vazio nos olhos. Conversei com ele por cerca de 2 minutos. Apenas conversa trivial sobre o clima e coisas assim. Nada particularmente memorável ou interessante. Então me despedi e fui para casa. Mas eu não fazia ideia de que aquele único momento seria o começo de algo que me faria sentir genuinamente assustada. Passaram-se cerca de 4 ou 5 meses e eu não o havia visto novamente. Mas um dia, enquanto fazia compras com uma amiga enquanto estávamos conversando, ela de repente ficou muito quieta e deu um passo para trás, olhando atrás de mim. Virei-me e vi esse cara, que devia medir pelo menos 1,95 m, se destacando sobre mim a menos de 15 centímetros do meu corpo. Ele me cumprimentou e disse que se lembrava de mim daquele dia em dezembro. Então ele pediu meu número. Sendo tão jovem e nunca tendo experimentado esse tipo de interação antes, eu disse que não tinha um número memorizado, mas que escreveria o dele e mandaria uma mensagem mais tarde. Mostrei meio que o meu telefone para ele, apontando para o meu então namorado, cuja foto era a minha tela de fundo, certificando-me de dizer: olha, esse é meu namorado para o cara, esperando que ele pegasse a dica, mas não tive sorte. Ele me deu o número dele, que bloqueei imediatamente sem deixá-lo obter o meu. Ele se aproximou muito e disse baixinho que o que eu enviasse por mensagem era só para os meus olhos. Nesse ponto comecei a me sentir genuinamente desconfortável. Eu disse: sim, claro, foi bom falar com você, mas precisamos voltar às compras. E peguei minha amiga pela mão e a arrastei, olhando para ela com pânico e perguntando por que ela não me ajudou. Aparentemente, ele também a assustou ao se aproximar tanto de mim, e ela não sabia o que fazer. Quero deixar claro que não sou exatamente uma garota pequena. Tenho 1,78 m de altura e uma constituição sólida. Certamente posso cuidar de mim mesma, e raramente me sinto intimidada ou pequena na presença de qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Mas esse cara me fez sentir muito pequena e assustada. Nos meses seguintes, ele me fez sentir genuinamente assustada. Esperava que aquela interação assustadora fosse a última vez que o via, mas infelizmente não foi o caso. Depois daquele encontro inicial com ele e daquela coisa assustadora sobre a mensagem que era só para os meus olhos, parecia que eu encontrava com ele toda vez que ia à loja, não importava em qual fila de pagamento eu estivesse. Ele sempre parecia aparecer perto do final, quando eu tinha terminado de fazer compras, e toda vez que estava na loja, eu o via de relance olhando para mim, não importava em qual área estivesse. Uma vez até o vi me seguindo até o meu carro. Naquele momento fiquei tão assustada que decidi falar com os gerentes. Depois de relatar o que estava acontecendo, eles me asseguraram que falariam para ele não me abordar. Depois disso, ele não me falava, mas ainda o via à distância me seguindo pela loja toda vez que eu ia lá. A situação se tornou tão ruim e eu me senti tão assustada que comecei a ter medo de ir a essa loja. Mas sou uma daquelas pessoas teimosas que se recusam a ser intimidadas por alguém a ponto de parar de fazer algo. Esperava que talvez fosse uma coincidência ele me seguir. Afinal, era uma loja bastante grande e talvez simplesmente tivesse coisas a fazer que coincidiam com a área em que eu estava comprando. Então comecei a prestar muita atenção ao meu entorno. Quando comecei a prestar atenção de verdade, percebi que literalmente toda vez que estava lá, o notava constantemente nas áreas da loja em que eu estava. Durante meu último encontro com ele, fui à loja comprar apenas 2 ou 3 itens que precisava para o jantar daquela noite, e o vi pela primeira vez parado do lado de fora da loja. Quando cheguei, com as costas viradas para mim, corri rapidamente para dentro, esperando que ele não me visse. Infelizmente, alguns minutos depois, o vi na parte de trás da loja, e com os itens na mão, imediatamente fui para a frente. Assim que cheguei perto do caixa, me escondi atrás de uma das prateleiras e olhei cuidadosamente para a frente da loja para ver se ele aparecia, e ele apareceu. Vi ele olhando para cima e para baixo no caixa, e quando não me viu lá, o vi sair para fora. Neste ponto, corri rapidamente para a caixa mais próxima, paguei pelos meus itens e olhei pela porta para procurá-lo. Não o vi imediatamente, então comecei a me dirigir para onde tinha estacionado. Eu havia estacionado longe, perto do lado da loja, onde havia uma fileira de outras lojas e restaurantes. Enquanto caminhava até o meu carro, percebi que o vi parado perto da entrada pela qual entrei na loja pela primeira vez. Então me abaixei imediatamente atrás de uma coluna, esperando que ele não me visse.
Observei-o cuidadosamente de trás da coluna e, enquanto escaneava o estacionamento, obviamente não conseguia me encontrar. Depois de 1 ou 2 minutos, ele começou a andar na direção do estacionamento, então aproveitei essa oportunidade para correr para o meu carro assim que ele estivesse longe o suficiente para eu me sentir segura. Assim que cheguei ao meu carro, tranquei as portas e, para meu horror, quando olhei para cima, ele estava parado lá a cerca de 5 metros do meu carro, com o carrinho de compras na frente dele. Sabia que ele me tinha seguido e ele sabia que eu sabia. Acredito firmemente que ele me perseguiu, e quando cheguei ao meu carro, pegou o carrinho mais próximo para parecer que estava apenas pegando as compras no estacionamento. Lembro-me de me sentir absolutamente aterrorizada naquele momento. Fui para casa e contei imediatamente ao meu avô o que havia acontecido. Comecei a chorar e a tremer, e meu avô me disse para entrar no carro e que iríamos resolver isso. Ele e eu fomos à loja no carro dele, e ele me levou para dentro e exigiu falar com os gerentes imediatamente. Quando os gerentes chegaram ao serviço ao cliente, ele me pediu para contar o que estava acontecendo. Meu avô exigiu que garantisse que me deixassem em paz ou ele envolveria a polícia. Os gerentes juraram repetidas vezes que lidariam com isso. Até onde sei, eles não o demitiram imediatamente, porque minha amiga, que o tinha encontrado pela primeira vez comigo quando tudo começou, me disse que o via ocasionalmente quando estava lá sozinha, mas toda vez que ia com ela nunca o via. Acredito firmemente que ele sabia quando eu estava sozinha lá. Desta vez, em vez de me seguir, ele me evitava. Eventualmente, todos que conheciam a situação pararam de vê-lo lá, então acredito que ele pode ter sido demitido ou saído dessa loja. De qualquer forma, não tive problemas desde então, mas nunca na minha vida me senti tão assustada por outro ser humano como naquele dia, vendo ele fazendo contato visual comigo no estacionamento enquanto fechava as portas. Ainda me arrepia pensar que ele estava me observando tão de perto toda vez que entrava na loja, que podia me seguir ou evitar.